France Maghreb 2. Programme de ce grand forum est pour ce mardi 1er octobre. À la une, face aux preuves accablantes concernant le traitement de la communauté ouïghour en Chine, la communauté internationale ou la France doit-elle réagir? On en parle dans quelques instants avec vous au 01 40 33 9000 avec Gamal Abina, Philippe Bouriaki. Invité dans cette émission, témoignage exceptionnel, Ziad Bisby pour son livre Je voulais juste être gendarme, un témoignage à ne pas louper dans cette émission. Sans oublier le zapping, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour votre émission quotidienne. Ça s'appelle Le Grand Forum et c'est évidemment sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. 16h-18h, le Grand Forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Fro. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi le 1er octobre. Ça y est, nous y sommes avec Philippe Bouriaki. Salut Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va mon Philippe? Écoute, un peu fatigué, on a eu une belle soirée hier soir de présentation pour le concert de vendredi. Ouais. Et donc le temps de rentrer, le temps de finir le débrief, on s'est couché tard. On a fait des belles connaissances d'ailleurs. Très belles connaissances. Ouais. Très joli aussi. On ne parlera qu'en présence de mon avocat, Maghribi. Ah bon, c'est ton avocat toi aussi. Bon, ça devient inquiétant. Tiens, un retour de vacances, monsieur Gamal Abina, comment il va? Ouais, super bien, forcément. Bon, Gamal Abina, t'as une bonne mine. Ah bah ouais, j'espère bien. Oui, Je me suis duré la pilule 4 jours. 4 jours, oui, tiens, un peu plus, oui. Ouais, après je cherche un appartement. Ah oui, d'accord, bon. Rudy Kazi est avec nous, salut Rudy. Salut à tous. Bienvenue Rudy, alors pour te présenter un petit peu aux auditrices auditeurs, tu es vice-président d'une association qui s'appelle les Forces Républicaines. Ouais. FR les Forces Républicaines, nous traitons de toutes les réalités qui touchent à la jeunesse, à la condition de la femme, les personnes en situation de handicap, à proprement parler aussi la jeunesse issue des quartiers, dont celle qui est issue aussi de l'immigration africaine et maghrébine entre guillemets. Voilà. Bon, très bien Rudy, soyez bienvenue en tout cas dans le Grand Forum. Cher Rudy. Merci. Alors, on recevra une invitée tout à l'heure, c'est une ancienne gendarme, donc pas de crainte, elle va pas vous arrêter aujourd'hui. C'est Ziad Bisby qui va nous raconter justement ses déboires avec la gendarmerie, avec ce titre, Je voulais juste être gendarme. C'est le titre de son livre, elle nous racontera un peu son parcours, elle a vécu un petit peu la zermie au sein de la gendarmerie. Elle nous en parlera tout à l'heure puisqu'elle sera notre invitée sur France Maghreb 2 dans ce Grand Forum. Alors messieurs, pour commencer, le sujet à la une, c'est face aux preuves accablantes concernant le traitement de la communauté ouïghour en Chine, la communauté internationale ou la France doit-elle réagir? Vous savez qu'on est, vous n'êtes pas sans savoir que a priori les Ouïghours sont de plus en plus maltraités. On parle même d'ailleurs de prélèvement d'organes sur des êtres vivants. Ils en ont fait d'ailleurs un véritable marché. Personne, mais absolument personne ne réagit sur leur sort, si ce n'est peut-être une lettre envoyée par quelques pays aux Nations Unies. Et il y a aussi des pays qui soutiennent la Chine. Alors parmi ces pays, c'est très intéressant de voir qu'il y a par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Algérie, la Syrie, la Turquie, voilà, qui ont envoyé une lettre pour soutenir la Chine. On va tenter de démêler un petit peu tout cela, mon cher Gamal. Première prise d'opposition, la France, la communauté internationale ne réagit pas sur ce qui se passe. On parle de camp, véritablement de camp, donc du côté de la Chine concernant cette population minoritaire musulmane que sont les Ouïghours. Oui, on fait état de la question de la présence de camps apparemment sur un nombre considérable de détenus. Le problème de la question de savoir si la France devrait agir ou intervenir sur le plan de la morale, effectivement, elle devrait intervenir, mais elle ne peut pas intervenir pour deux raisons. La première des raisons, c'est que c'est la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. La Chine, c'est 70 ans de communisme, aujourd'hui célébré. Oui, absolument. C'est une puissance... dictature communiste, faut pas avoir peur du mot. Bien évidemment, c'est pas une démocratie. La Chine, c'est surtout Xi Jinping, le nouveau président chinois, qui est extrêmement offensif sur les questions de présence, non pas seulement économique, ce qui est déjà le cas avec la fameuse route, la nouvelle route des Indes et la nouvelle route de la soie, oui. Mais surtout c'est un personnage qui est éduqué dans du communisme pur et dur par son père et qui décide aujourd'hui de faire en sorte que la Chine sorte de ses frontières. C'est la première fois que ça arrive depuis l'histoire de la Chine. Maintenant ils ont des bases un peu partout qui commencent à se développer en mer de Chine et puis en Afrique ils ont une base aujourd'hui à Djibouti, à côté des Français et des Anglais. Donc la Chine, c'est une puissance avec laquelle il faut compter. Deuxième puissance économique mondiale. Dans 5 ans, elle passera au premier rang. Première puissance militaire aussi d'ici une dizaine d'années. C'est un nombre incalculable de réseaux à travers le monde. Et c'est surtout une puissance économique qui tient les États-Unis par l'argent, puisqu'ils ont 2000 milliards de réserves de change
placés aux États-Unis en bons du Trésor. Donc c'est un pays qui est capable de faire flancher l'économie américaine. C'est en cela que la France, qui est encore plus petite évidemment que les États-Unis, ne peut pas agir. Elle n'en a pas les moyens parce qu'il faut les moyens financiers, militaires et politiques. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse. Vous êtes 96% sur Facebook à nous dire que oui, faudrait que la France et la communauté internationale réagissent quant au sort des Ouïghours, cette minorité musulmane. On parle d'elle aujourd'hui, Philippe, mais on a parlé aussi des Rohingyas et malheureusement, je pense qu'on est un peu tous tombés dans le piège de l'information en instant T. Les Rohingyas, est-ce qu'on continue à les massacrer ? Visiblement oui, mais sauf qu'on n'en parle plus. En fait, le regard est tourné vers un endroit, une population précisément, quand les médias décident d'en parler un tout petit peu. C'est le rapport, je l'ai dit souvent, le rapport au dieu dollar. Quel est l'intérêt financier pour les États d'aller se mêler d'une crise humanitaire sans nom, parce que là on parle de quelques millions de personnes. Il faut aussi rappeler que les enfants, on parle d'1 million a priori, un petit peu plus. Mais après pour ce qui concerne les camps, en tout cas, bien sûr, ce chiffre d'1 million qui a été évidemment démenti par la Chine. Oui. Ils parlent, eux, de centres de formation. Enfin, c'est vraiment. Centre de rééducation. De rééducation. Tout à fait. De déradicalisation. Ouais. Mais les enfants sont séparés. Ils sont mis dans des sortes d'orphelinats où on les rééduque et les conditionne à ne plus aimer leurs parents, mais à aimer la patrie, à ne plus pratiquer l'islam, leur religion, qui est l'islam. Absolument. Et je crois que, et on le voit bien partout où les gens, la population n'a pas un pouvoir financier à donner, une manne financière à donner à une autre nation, personne n'intervient. Lorsque c'est le cas, on se pose pas de questions, on nous parle des droits de l'homme, on nous parle de liberté, on nous parle de démocratie, on nous parle de dictature, on nous parle de... on parle de droits de l'homme, démocratie, pas avec tout le monde. Ah non, mais évidemment. Là, non, mais y a rien. Quand c'est un pays qui pèse, on hésite un peu, quoi. Et alors, je te mets au défi de trouver un pays occidental qui ne serait-ce qui va évoquer ça dans ses journaux. Je crois que CNews en a fait une brève, mais vraiment brève information, et elle a disparu, elle a été noyée dans la masse, et je pense qu'ils se sont fait remonter les bretelles. La Chine, quand elle signe un chèque pour prendre des Airbus, elle en prend par 300 ou 500. C'est des contrats à 15-20 milliards. Donc il y a personne qui mouffe avec quelqu'un qui donne 20 milliards d'euros. Mais il faut poser la bonne question aussi. Pourquoi est-ce que la Chine lâche pas le Xinjiang, puisque c'est la région qui est... Oui, c'est ça, c'est dans cette région-là dont il s'agit. Alors, c'est pas un hasard. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'il y a une zone de tension importante dans une région du monde, il y a toujours une petite odeur de soufre, de pétrole et de gaz. Et il se trouve que c'est la région où il y a le plus de pétrole et de gaz dans toute la Chine. C'est-à-dire que c'est la région la plus riche en pétrole et en gaz, en hydrocarbures. Et qu'effectivement, l'autre aspect, il y a un rapport d'empire qui s'installe entre l'empire du milieu, l'empire chinois, et l'empire turc qui a existé, l'empire ottoman, dont il faut pas perdre de vue que les Ouïghours ne sont pas chinois, ils sont turcophones, ils sont d'origine turco-mongole, donc ils n'ont rien à voir avec les Chinois, et leur tradition, leur culture et leur langue sont restées turques. En cela, c'est pourquoi d'ailleurs les Turcs ont tendance à vouloir un petit peu les appuyer du bout des lèvres, évidemment, parce que c'est toujours beaucoup de baratin, mais il faut savoir qu'il y a à la fois un rapport géopolitique, géographique, d'empire, tout ça c'est lié aussi à la question de la question de la possession des ressources minières et pétrolières. Donc il faut jamais perdre de vue que si la Chine ne lâche pas cette région-là, c'est pas anodin, c'est précisément, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a une colonisation rampante qui est en train de se faire avec les Chinois Han qui vont dans la région et qui commencent à prendre le dessus sur le plan numérique par rapport aux Ouïghours. Donc ils font exactement ce que les empires coloniaux ont fait en Afrique. Rudy Kazi, sur cette population qu'on appelle les Ouïghours, qui se trouvent dans cette région précisément et qui sont victimes visiblement le mot est peut-être oppression, humiliation, agression, tout ce que vous voulez, quoi. On peut y aller sur les termes. Oui, on peut y aller. Faut pas avoir peur. Déjà, si beaucoup d'États, enfin en tout cas pas assez, à mon sens, tirent la sonnette d'alarme, mais surtout des ONG, etc., notamment la Human Rights Watch, qui avait interpellé notamment Emmanuel Macron pour confronter Xi Jinping sur les violations des droits de l'homme en Chine. Si déjà eux le font, c'est parce que la situation est grave. Mais c'est vrai, comme cela a été dit à l'instant, que en fait c'est une région qui vit en fait sous un colonialisme en fait depuis le 1er octobre 1949, en réalité depuis la proclamation de la République de Chine, de la République effectivement populaire de Chine. C'est là le problème, et effectivement ils vivent un grand remplacement.
Voilà, pour reprendre les thèses d'un certain, voilà, ils vivent un grand remplacement et pour de vrai, parce qu'effectivement les Han ont été donc lancés effectivement à pouvoir occuper la population, parce que dominer d'un point de vue numérique, c'est aussi prendre le pouvoir lentement. Et c'est ce qui s'est passé, et on voit que même si les Ouïghours sont pas la seule minorité dans la région, ils se font petit à petit remplacer. Bon, ils sont encore plus nombreux, hein, parce que ils sont à peu près 11 millions et les Han sont à peu près 10 millions, mais progressivement le remplacement se fait. L'autre truc aussi qui est important de dire, effectivement ça a été dit, et je vais rappeler des chiffres parce que c'est important. Ah oui, il paraît qu'on te surnomme Monsieur Chiffre. Hein. Ah bon? Ah oui, je savais pas. Monsieur Chiffre, c'est Rudy. Pour ça que il nous fallait un Monsieur Chiffre dans l'équipe. Ouais. Tiens, on va chercher Rudy Kazi. Hop. Bah écoutez, merci pour l'honneur. Non, mais c'est vrai que au niveau des ressources minières, ça représente effectivement des sommes considérables. Il faut rappeler donc 27,4 millions donc de tonnes de pétrole par an. 24,1 milliards donc mètres cubes en fait de gaz par an aussi, donc d'exploitation, 40% des réserves nationales de charbon, et il y a pas si longtemps que ça, en 2008, ils ont trouvé un gisement d'uranium représentant 10 000 tonnes. Donc c'est ce qui explique donc comme on l'a dit, pour des causes géopolitiques, cette dimension donc colonialiste en fait donc de la Chine, et qui concomitante du coup en fait au niveau d'oppression sur les Ouïghours, qui sont effectivement 1 million dans les camps. Il y a une centaine de camps. Une recrudescence donc de surveillance dans la capitale Urumqi, avec des caméras partout, surveillés jusqu'au bout des ongles, les téléphones portables, des surveillances, enfin des fouilles jusque dans les bus. Si je peux me permettre, Rudy, il y a aussi un contingent assez important de Ouïghours qui ont été présents en Syrie, hein, pendant la guerre en Syrie. Tout à fait. Et qui ont combattu évidemment. Oui, parce qu'en fait, ils appartiennent au Turkestan oriental libre en fait, et ils cherchent en fait les. Et ça a posé un gros problème à la Chine, ça d'ailleurs. Exactement. C'est surtout un bon moyen de pouvoir justifier de la répression. Oui, voilà. Non, d'accord, mais il faut expliquer quand même tout. C'est important. Et de les discréditer au niveau international pour en faire, pour qu'ils aient une reconnaissance donc de factions terroristes sur le plan international, façon à pouvoir casser toute représentation diplomatique qui viserait soit peut-être à faire reconnaître le Turkestan oriental comme étant une possible nation. Voyez, on joue un peu sur les peurs et sur la question du terrorisme pour biaiser totalement le débat de fond. Alors que c'est un peuple, comme beaucoup d'autres, on peut parler des Tamouls au nord du Sri Lanka, etc., qui revendiquent en fait la possibilité d'être un État, mais qui malheureusement n'ont pas les appuis nécessaires au niveau de la communauté internationale à cause de diplomatie biaisée par les réalités financières. L'ex-bloc, on va dire, soviético-russo-chinois, en face du bloc occidental, avec les Américains en tête. Donc je peux quand même relativiser. Oui, Gamal. Juste pour le plaisir de contester, c'est parce qu'il n'y a pas de tout ce qui a été dit très juste. Comparé aux Tamouls, ça me paraît un peu violent, parce que les Tamouls sont quand même une organisation qui a commis le plus d'attentats au monde. Le mouvement l'Ilan Tamoul, même si on peut comprendre une volonté de vouloir un séparatisme, mais les Ouïghours, à la différence des Tamouls, n'utilisent pas le terrorisme. Ça, c'est très important de le souligner. Alors, en fait, il y a le Turkestan oriental libre. Il mène quand même des actions qui peuvent être qualifiées effectivement, mais c'est pas dans la même proportion que maintenant. Après, moi, je suis pas là pour qualifier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et je fais aussi attention à ce qu'on va proclamer comme étant le terrorisme. Je vais pas rentrer dans les débats qui sont plutôt controversés dans la chose. Mais maintenant, après, est-ce qu'on va qualifier de terroristes des personnes qui se battent pour leur liberté quand elles-mêmes subissent en fait des exactions, des tueries et même des génocides? Voilà, je sais pas, la question se pose. En tout cas, verser le sang, c'est sûr que c'est pas bien, mais après, il faut peut-être pousser le débat un petit peu plus loin, quoi. Alors, moi, je vais donner juste une petite précision. Quand on parle de terrorisme, c'est aveugle, c'est-à-dire que on est toujours les terroristes des uns et des résistants des autres. Là, on est d'accord. Je comprends comment. Tout dépend de qui est le puissant, voilà. De qui écrit l'histoire. Le problème du Tamoul, c'est que l'Ilan Tamoul, c'est que pour avoir un premier ministre à l'époque, ils ont fait sauter un marché. Et c'était les civils, et essentiellement des civils. Ils ont eu le Premier ministre, mais des centaines de morts en même temps. Là, on n'est plus sur de l'action ciblée ou politique, on est sur la barbarie. Et ça ne veut pas dire que tout mouvement est à discréditer, mais l'Ilan Tamoul, il n'y est pas avec le dos de la cuillère quand même. Non, mais carrément.
carrément. Alors, je voulais quand même vous signaler, parce que c'est important, et vous allez peut-être m'apporter des explications auprès des auditrices, auditeurs, tous les trois. 37 pays, dont la Russie, l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord, ont écrit à l'ONU pour soutenir Pékin après la lettre envoyée par une vingtaine de pays, principalement occidentaux, pour dénoncer les internements dans la région du Xinjiang. Et parmi ces pays donc qui soutiennent la Chine, donc je disais, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Syrie, l'Algérie, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Corée du Nord, Nigeria, Philippines. C'est surprenant quand même, non, que ces pays-là soutiennent. L'Algérie, c'est pas logique, hein. C'est le bloc qui a été identifié préalablement par Gamal. Non, mais je veux dire, ils soutiennent quand même un pays qui met à mal cette population. On parle de camps, on parle de prélèvement d'organes. On parle d'internement, on parle d'enfants séparés de leurs parents, et ces pays osent, qui plus est en plus des pays qui se disent musulmans, osent soutenir un pays comme la Chine. Oui, mais alors je veux dire, l'argent n'a pas d'odeur là. Mais il n'a pas d'odeur, mais il est transcendant. Il y a des marchés. On sait que la Chine a des gros contrats en Algérie, Gamal. Non, faut être très clair. Hein. Il y a le rapport. En fait, là, je vais taper fort parce que effectivement, j'ai une sympathie pour les Ouïghours indiscutable. Maintenant, le rapport géopolitique, c'est pas le rapport humain. C'est-à-dire que de dire il y a des enfants massacrés, il y a des camps, il y a des organes prélevés, ça c'est un débat humaniste que je comprends et auquel j'adhère. Mais il y a des preuves, hein. Oui, c'est pour ça que je dis je comprends et adhère. En revanche, quand l'Algérie soutient la Chine, elle n'a rien à foutre du terme du débat humaniste. Ce qui intéresse l'Algérie dans l'histoire, c'est quoi? C'est que la Chine est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de l'Algérie. Donc le rapport géopolitique algéro-chinois est clair. Est-ce que ça excuse tout, Gamal? Pardon, mais... Non, ça n'excuse rien, mais le rapport politique n'est pas le rapport humain. Il faut faire une distinction entre les alliances politiques qui souvent on n'a rien à faire de l'humain, et on le voit bien avec l'Algérie ou même l'Iran ou je ne sais, et le rapport politique. Par exemple, quand on dit à l'époque tout le monde a versé une larmichette quand les Chinois ont dû affronter Tiananmen, les fameux étudiants qui semble-t-il étaient instrumentalisés puisqu'on voulait faire sommer tous les communistes. 89, ouais. C'est juste au moment où on faisait le balayage de tous les communismes du monde. Donc ils ont dit on fera tomber la Chine. Ils ont utilisé des étudiants, donc là c'était instrumentalisé pour faire tomber la Chine. Il n'est pas anodin de rappeler qu'aujourd'hui les États-Unis évidemment, forcément par quel intermédiaire? Bon, tu vas parler de Soros et des fondations, j'y crois pas trop, c'est direct, c'est beaucoup plus clair, c'est la CIA qui est derrière. Bon. Ils ont été écrasés. Allez taper fort, hein, ah ouais. Je vais taper. On veut des noms. Les États-Unis, on peut pas faire mieux, c'est les pires. Après Ensuite, ce qui se passe, c'est que donc en 89, les Chinois ont résisté et ils ont eu raison. Ensuite, aujourd'hui, les Chinois, ils ont un rapport géopolitique. Ici, on s'étend dans le monde, on devient puissant. Ouais. Si on laisse le Xinjiang, on est fini. Et ils le savent parfaitement parce que ça veut dire que c'est un aveu d'affaiblissement. Et en parallèle, j'ai aucune sympathie pour ce qu'a fait Poutine dans la région de Tchétchénie. Il a quand même tué un tiers de la population, c'est pas rien, un tiers en 2 guerres. Hein. Et pour autant, sur un plan politique, c'était cohérent parce que s'il avait perdu la Tchétchénie, la fédération russe allait s'effondrer. Donc, on va se dire humainement c'est dégueulasse, mais politiquement ça s'explique parfaitement. Ouais, c'est ultra violent, mais c'est un peu comme dans certains cas dans la politique intérieure, ne serait-ce que au moment des élections, les choix que par exemple on peut porter en fait sur un candidat ne sont pas toujours les choix les plus idéaux et même les plus parfaits. Peut-être que dans un programme il y aura une ligne qui va intéresser plus telle ou telle partie de la population et le choix va se porter de là-dessus. En fait, c'est une forme de pragmatisme et c'est vrai que politique ni diplomatie ne peut se faire sans pragmatisme et c'est là en fait tout l'art de la diplomatie qui inclut effectivement la dimension humanitaire, c'est en fait de comment faire peser en fait en même temps sur un même balancier l'intérêt en fait pour les droits humains et donc de les voir s'exporter dans des pays qui nécessitent effectivement cette intégration des droits humains au regard de ce que les populations peuvent subir et effectivement les enjeux politiques, géopolitiques et économiques par rapport effectivement les discussions qui peuvent y avoir dans le concert des nations. Après, il faut quand même faire attention parce que ça dépend aussi le rapport qu'il peut y avoir entre ces différents pays. Lorsque il y a un rapport plutôt hégémonique d'un certain pays, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas capacité en fait de se faire entendre là-dessus. Et je trouve que par exemple les États-Unis, se font pas suffisamment entendre sur la position des Ouïghours. La France devrait le faire davantage, non pas parce qu'elle est trop petite, mais parce qu'elle a une voix qui porte. Et on est souvent vu à l'étranger comme des donneurs de leçons. Oui, c'est vrai un peu, non? Moi, je pense qu'il y a quand même. Oui, c'est vrai, Audi.
En tout cas, si on est donneur de leçons, il est bien de pouvoir utiliser cette, on va dire, cette vision péjorative qu'on peut avoir à l'étranger, mais dans ce cas, pour des causes qui sont justes. Ce que je veux dire par là, je veux pas sombrer dans l'angélisme non plus, mais la France est un petit pays qui a une grosse voix. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut trouver en fait toujours. Elle a toujours. Et moi je pense en fait qu'on peut trouver donc dans un rapport en fait de communication qui va inclure plusieurs enjeux géopolitiques et diplomatiques. Peut-être la question quand même des droits de l'homme quand il s'agit de parler des Ouïghours à Xi Jinping. Moi je pense. Maintenant après. Mais moi il y a un truc qui m'interpelle, messieurs. Pardon, mais j'insiste. On est nombreux à gueuler quand la France vend des armes à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte. Parce que on sait ce qu'elle en fait, des armes. L'Arabie Saoudite, elle va au Yémen, elle massacre des Yéménites. Non, c'est parce qu'a dit la ministre. Oui, elle dit ce qu'elle veut, mais bon. Non, mais moi c'est très important. La ministre, elle a dit non. Oui. Ces armes-là qu'on vendait à l'Arabie Saoudite ne servent pas. Ils servent peut-être pour autre chose. Oui. Mais en tout cas pas pour ça. D'accord. Juste avant que Philippe, pardon. Mais on est nombreux à gueuler. Mais par contre, pour ce qui est de dénoncer. La Chine et le traitement que fait la Chine à cette population musulmane que sont les Ouïghours, il y a pas grand monde au portillon là, hein. Attends, mais tu sais le problème, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le dernier chèque qu'ils ont fait, c'était 20 milliards cash d'un seul coup. Il faut savoir que le fonds souverain chinois est en train d'investir partout dans la planète, et y compris en France, sur des vignobles, sur des terres où plus personne ne peut aller, et donc une grande partie, en fin de compte, du PIB français dépend aussi de la Chine. Donc quand le type te tient la bourse, ou les bourses sur le coup, tu vas... Un peu light, hein. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Mais surtout, ce que la Chine redoute avant tout avec cette histoire de territoire et des Ouïghours, c'est ce qui peut se passer au Tibet. C'est l'effet domino. Ouais. Parce qu'alors là, du coup, tout l'empire chinois peut tomber, mais assez rapidement. Donc, et ça, il en est hors de question. Ce qui s'est passé ce matin à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier tir, un premier manifestant qui a été touché à balles réelles ce matin par un policier. Mais il faut jamais perdre de vue. La tension monte d'un cran. Il y a une chose, c'est normal. Et ils ne céderont sur rien. Mais bien sûr, ils vont pas céder, mais faut être très clair sur un point, parce il y a pas de hasard de calendrier. Moi, je vous trouve quand même assez léger, quand même. Non, pas léger. Non, je suis cynique. Je suis cynique. Non, mais je vous trouve beaucoup plus virulent vis-à-vis d'autres pays. La Chine, on dirait que vous prenez des réserves. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un voyage de prévu à Pékin ou quoi, les gars, là? Bah, moi, j'ai un billet qui tombe, là, bientôt. Ouais. J'ai trouvé que j'étais assez... Oui, non, mais Rudy, ça va. Tout va bien, Rudy. Je suis offensif, moi. Non, mais tout va bien, Rudy. Non, moi, je parle... C'est les deux lascars. Non, je parle sans l'émotion. Je parle de choses réelles. Qu'est-ce que je vais dire? Les rapports géopolitiques sont ceux-là. Ouais. La Chine tient les États-Unis par le porte-monnaie, comme le dit très bien d'ailleurs Philippe. Elle tient aussi la France par le porte-monnaie, et comme la plupart des pays au monde, en fait, les Chinois sont dessus. L'Afrique en particulier. Ensuite, la Chine, ça fait 20 ans qu'ils massacrent les Ouïghours. C'est pas il y a 3 jours. Ça fait 20 ans qu'il y a une répression. On parle pas de 1 an, 2 ans, 6 mois, 20 ans que les Ouïghours sont réprimés comme jamais ils l'ont été au monde. Tu veux dire qu'on en parle maintenant, quoi. On en parle maintenant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre commerciale qui a été ouverte par Trump, qui a fait une erreur monumentale puisque ça lui a coûté très cher, à la Chine. Il a dit on va commencer à bloquer les produits chinois. Les Chinois ont répondu immédiatement en bloquant les produits américains qui sont les intrants qui permettent de fabriquer les produits chinois. Ouais. Donc l'un et l'autre se sont neutralisés. Et comme par hasard, on s'intéresse aux Ouïghours au moment où il y a cette guerre commerciale perdue par les États-Unis. Donc faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on sort le dossier de sous le sable. Pourquoi est-ce qu'on a oublié, par exemple, on en parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a oublié, par exemple, le massacre de ces malheureux Rohingyas qui, je le rappelle, ont été massacrés par la magnifique prix Nobel de la paix qu'on avait encensé, Aung San Suu Kyi, qui soi-disant était une femme formidable. Ouais. Aujourd'hui, on voit que c'est une chacale. Eh bien, concernant, et j'utilise le terme à dessein, chacale, parce que ça braillait beaucoup pour pleurer, mais après, une fois que les gens crèvent sous son commandement, il n'y a plus de problème. Donc aujourd'hui, il faut être très clair sur les Chinois. Les Chinois sont surpuissants et on ne touche pas aux puissants. Ils ont la monnaie, ils ont l'armée et ils ont le nombre de personnes, 1,4 milliard qu'ils exportent à mais il y a un truc qu'ils n'ont pas, les Chinois. L'islam peut-être. Le LGF. Non, le France Maghreb 2, le Grand Forum. Ça, mon vieux. Je peux te dire que ça a pas de prix. Dans un instant, oula, il y a des menaces là. Ah ouais. Mais c'est quoi, Christophe? T'es en train de te dépantalonner là? C'est quoi? Comment ça? Non, pas du tout. Il y a Philippe Bouriaki qui te menace, Gamal. Je dis ça, je dis rien. À tout de suite, juste après la pub, on va régler nos comptes. On est autour au 01 40 33 9000 avec notre invité aussi qui sera là dans un instant. Elle vous observe. Faites gaffe, les gars. Elle s'appelle Siad Bisby. Ancienne gendarme. Elle nous racontera la misère qu'elle a vécue au sein de la gendarmerie. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum et vous êtes bien sur France Maghreb 2 en ce 1er octobre. Notre invité tout à l'heure, Siad Bisby, qui va nous parler de son livre. Je voulais juste être gendarme, c'est le titre de son livre. Aujourd'hui pour nous accompagner, Philippe Bouriaki, futur maire d'Orly, Gamal Abina, fondateur des droits civiques.
Mouvement des droits civiques, MDC. Ouais, MDC, Mouvement des droits civiques, pardon. Monsieur Rudy Kazi, qui est avec nous, Monsieur Chiffre, qui est lui vice-président des Forces Républicaines. C'est une association amenée à découvrir, les amis. Et on parlait de la Chine, on parlait justement d'une possible intervention de la communauté internationale, de la France, ou plutôt d'une réaction vis-à-vis du traitement que la Chine réserve à cette population, les Ouïghours. Et vous étiez en train de nous expliquer assez tranquillement et calmement, messieurs, que la Chine, de toute façon, elle pèse, elle a de l'argent, et qu'on pouvait pas trop lui dire grand-chose, quoi. Si j'ai bien compris, en faisant résumé de ce que vous avez dit, Gamal Abina. Si, absolument. Non, je pardon. maintiens mon propos. Non. Moi, je vais changer de nom, je m'appelle Patrick. Non, je maintiens le propos. Effectivement, celui qui a l'argent vous fait taire. C'est ce que disait très bien un célèbre écrivain qui a disparu aujourd'hui, malheureusement pour lui. En substance, quand on a la puissance militaire, l'argent et le numérique, on fait ce qu'on veut. Et ils ont en plus la bombe atomique de surcroît. Donc, quand on est aussi puissant, les gens se couchent. Là, on va les égratigner 2-3 jours, puis après, ça va s'arrêter, ça passera de mode. Qu'est-ce que sont les Ouïghours pour le reste de la communauté internationale ? Si ce n'est un peuple de victimes. Et les humanistes alors, dans cette communauté qui se mobilise beaucoup parfois dans la réaction, dès qu'il y a des images qui sont là, dès qu'il y a des vidéos, ça se mobilise. Là, il n'y a pas grand monde au portillon. Moi, je trouve assez timide quand même cette mobilisation autour des Ouïghours. Philippe, il n'y a pas grand monde sur les réseaux sociaux qui se mobilisent ou qui poussent la gueulante pour essayer de venir en aide aux Ouïghours. Pratiquement personne. Et puis, personne. Alors là, c'est pas faute d'être informé quand même, je pense. Ouais, mais le souci, c'est que pour être informé, il faudrait que l'algorithme de Facebook te fasse remonter les informations. Et là, je crois que je vais pas me faire des copains avec Mark Zuckerberg, mais c'est pas grave parce que moi-même, par exemple, tu vois, j'ai été attaqué en masse après l'invitation de Razik à Bobigny suite à l'intervention des danseuses identitaires. Donc il y a eu des signalements en masse des identitaires. Toi, tu cherches la merde, toi. Non, mais c'est la vérité. Je voudrais discuter avec eux si c'est possible autour d'un thé. Non, ils discutent pas, ils savent pas discuter. Mais non, je pense qu'on peut discuter avec certains et le débat peut être intéressant. D'ailleurs, Gamal était partant. Moi, je sais que Florian Philippot a refusé de débattre avec moi, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre ça. C'est étonnant. Mais juste pour tu vois, ces gens-là, ils ont facilement accès aux médias, ils ont l'ouverture par les Zemmour et compagnie. Mais il y a aussi un truc qui est clair. Ils sont musulmans. Et en ce moment, je sais pas si vous avez vu, c'est pas trop la mode d'être musulman ou d'être proche des musulmans. Qui est devenue la première religion du monde, selon le Vatican. Vache. Ah oui, non, là, on a dépassé les catholiques, ça y est. Ouais. Quoi? Oui. Le grand remplacement. Voilà. Là, ça y est, c'est fini. Non, mais tu vois, lorsque tu mets toutes ces données en compte, Macron le président de la République, parce qu'on m'a demandé d'être un petit peu plus respectueux du président de la République, donc qui t'a demandé ça? Des copains de la République en marche, ils m'ont dit s'il te plaît, fais un effort. Donc alors je disais Macron pour ne pas dire Micron, ne fera rien. Comme d'ailleurs ses prédécesseurs. À chaque fois, lorsqu'ils reçoivent les responsables, les premiers ministres ou le président chinois, les journalistes posent toujours une question. Oui, alors par rapport aux droits de l'homme. Oh, alors on a évacué ça tout à l'heure. Nous ne ferons aucune concession. Mais s'ils pouvaient vite nous faire le chèque, parce qu'on a besoin, parce que notre PIB, sinon le chômage et les élections qui arrivent, on va se faire bananer. Ouais. C'est toujours le même problème, quoi. Depuis Pompidou, tout le monde se couche devant la Chine et tout le monde continuera à se coucher devant la Chine. Ce qui est honteux et scandaleux, et je ne vois aucune manifestation devant l'ambassade de Chine. Alors là, je peux vous assurer que ce sera encore plus réprimé que les gilets jaunes, Vous allez pas faire c'est pas comparable. Ouais, c'est pas comparable. C'est pire pour eux. Vous touchez à leur portefeuille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regarde la preuve. On peut plus manifester sur les Champs-Élysées. Donc on se retrouve dans un état un petit peu bizarre. Donc la démocratie est complètement bafouée, les droits de l'homme sont bafoués. Assume ton propos, un état bizarre, plus précis. Ouais, on voit bien qu'il y a une milice politique aux ordres de la Macronie. Tu veux dire un état gendarme, c'est ça? Policier, gendarme. Alors je vais nuancer un petit peu plus par rapport aux gendarmes qui sont des militaires et que par conséquent un militaire lorsque tu rentres et que tu t'engages, ton cerveau tu le prends, tu le laisses aux portes de la caserne. Non mais c'est la vérité, c'est comme ça. Quand t'es militaire. La connaissance de cause là. Oui, affirmatif. On te dit que commencer à réfléchir, c'est désobéir. Donc on te demande pas de réfléchir, on te demande de faire du par cœur et tu n'as pas le droit de faire autre chose parce que tu peux remettre en cause l'unité, tu peux remettre en cause la mission. Et c'est bien clair, précis. Tu ne peux pas avoir d'état d'âme. Tu vois, si on te demande d'appuyer sur la gâchette, tu appuies. Même si c'est un enfant qui est en face, tu appuies. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas rester à l'armée parce que tu compromets la mission.
D'accord. Et donc par conséquent, les gendarmes sont formatés, éduqués, lobotomisés pour agir sur ordre sans distinction. Un policier, on pourrait s'attendre qu'à être au contact des civils et de la population, y vivre au milieu, parce que les gendarmes sont des militaires, donc ils vivent en caserne pour la 99%, sauf les grands généraux qui peuvent éventuellement avoir des grandes villas privées dans des beaux endroits qui appartiennent à la République. Ah, je faisais pas un comparatif, mais l'Algérie a quand même été imprégnée par le colonialisme d'État et régalien français. Donc il y a des restes et les généraux, ça je te laisse libre de tes propos. Tu vas me faire des problèmes moi avec la famille. Non, mais il est vrai que un gendarme et un CRS, même s'ils ont la même formation sur le maintien de l'ordre, au lieu qu'ils devraient être des protecteurs de la défense de la liberté et de la paix, ont cette formation d'intervention. Mais un gendarme, sérieusement, tu lui enlèves son képi. Alexandre Langlois sera avec nous jeudi pour la deuxième mi-temps pour nous expliquer tout ça. Justement, il parle de cette formation qui pour lui n'existe pas et n'est pas au rendez-vous. Il dit on n'est pas formé pour faire du maintien de l'ordre justement. Alors tout dépend parce que tu as la gendarmerie nationale. Là on parle de la police, pour ce qui est d'Alexandre Langlois. J'y arrive. Tu as la gendarmerie nationale qui a son unité d'intervention qui correspond au CRS, qui est Compagnie républicaine de sécurité, qui est des gendarmes mobiles. D'accord. Comme son nom l'indique, ils sont en rotation et en mouvement, en déplacement. Quasiment 9 mois sur 12. Et pour la police nationale, tu as les compagnies républicaines de sécurité qui ont été faites par sous De Gaulle, qui sont dans le même corps. À quelle occasion les a fait c'est ça qui est intéressant. Le quiz n'a pas commencé. Heureusement, vous savez. J'ai un trou, mais Gamal il va tout de suite le redire. C'est le chiffre qui va le dire. J'entends les chiffres. Non, mais moi, pour ça t'amuse comme ça de mettre mal les gens. Il envoie des grenades, ne bouge pas. Non. Après, tu sais, les grenades. Tu vois, il y a des militaires ici pour savoir comment les éviter. Des ex. Ou les renvoyer avec le bon décompte, c'était comme dans les films. Petite conclusion sur ce débat, mon cher Rudy. Je te laisse le soin. Ok, donc oui, alors je voulais revenir un petit peu sur la Chine. Ouais. Le problème, en fait, c'est que aussi concernant la Chine, c'est que on l'a dit, c'est un pays qui dicte, on va dire, un petit peu, je dirais, les relations internationales diplomatiques avec la plupart des pays parce que leur économie est tellement, je dirais pas florissante parce que ces derniers temps quand même ils ont quand même connu des soucis sur le plan économique, mais il y a un tel dynamisme du fait de la population que du coup c'est le marché dans lequel tout le monde veut rentrer et eux-mêmes exportent aussi leur marché. Donc effectivement tout le monde leur mange sur la main et on passe sous silence pas uniquement les exactions sur les Ouïghours ou sur les Tibétains, mais au regard même de ce qui se passe dans le pays, la population elle-même subit pas mal, en plus de la difficulté économique, parce que c'est un pays aussi qui vit un petit peu sous forme de caste en fait, pas comme en Inde où c'est vraiment la tradition, mais d'un point de vue social, il y a des castes aussi en Chine. Lorsque vous prenez par exemple les populations provinciales, qui sont considérés à l'intérieur du pays comme des migrants, ça fait quand même froid dans le dos. Quand vous voyez par exemple qu'à Pékin, la mairie est en train d'expulser les populations chinoises migrantes de la campagne parce que elle veut s'étendre dans les banlieues effectivement occupées par ces populations et y placer les nouveaux riches, ça fait froid dans le dos. Donc finalement, le bafouement, je dirais, des droits de l'homme dans ce pays ne concerne pas que les minorités ouïghours, mais aussi des populations chinoises qui ne sont même pas considérées comme chinois. Et c'est ce qui fait de la peine finalement. Ça nous renvoie en fait à des questionnements. Bon, je veux pas faire non plus de l'anthropologie ici, mais ça nous renvoie sur des questions purement humaines. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que les droits de l'homme en fait? Est-ce que c'est simplement un papier qu'on agite pour soulager sa conscience et avoir l'impression de pénétrer en fait le contingent des nations qui ont poussé, on va dire, la réflexion anthropologique de l'homme à son paroxysme, si on prend par exemple le temps des Lumières en France, ou est-ce que il y a sincèrement une volonté de faire progresser l'humanité au travers de ces valeurs que le président appelle de ses mots, notamment le progressisme, ou pas? Donc
Voilà, moi ce que je dénonce là-dedans aussi, c'est cette proportion un petit peu trop facile qu'on a à agiter en fait des notions un petit peu surréelles, un petit peu irréelles telles que tel progressisme, etc. Alors qu'on n'a pas la capacité d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc j'aimerais bien qu'à un moment donné, les chefs d'État à travers le monde soient confrontés directement sur en fait sur la profonde aspiration de ce qu'est l'homme aujourd'hui, au-delà des éléments de parole qu'on peut entendre lorsqu'on fait l'inhumation, par exemple, d'un grand chef d'État français. Tout de suite, place au zapping. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Au zapping au menu, messieurs, Gamal Abina, Rudy Kazi, Philippe Boyaki. Pour commencer ce zapping, une séquence qui remonte au 21 mai dernier. Le CSA a adressé à RMC et RMC Story une mise en garde concernant ce gros clash entre Yann Brossa et Daniel Riolo, chroniqueur dans les grandes gueules. Je vous propose de réécouter la séquence et ce pourquoi le CSA a mis en garde RMC et RMC Story. Moi, je suis communiste français. Le parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est 36, les congés payés. C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Le Parti communiste français. Non. C'est la résistance, monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon? Non mais pardon, ok, très bien. Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire. Enfin, le Parti communiste, c'est honteux ce que vous avez dit. C'est une blague. C'est honteux ce que vous avez dit. C'est honteux. Le général de Gaulle a sauvé le Parti communiste français après la guerre en l'intégrant au ce que vous dites, monsieur, est une honte. Alors qu'il avait complètement collaboré. C'est une insulte aux 75 000 fusillés, membres du Parti communiste qui ont participé à la résistance. Ils se sont réveillés dans la guerre, les communistes. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Le colonel Fabien, il a résisté dès le premier jour. Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi. Ça suffit. Mais c'est vous qui devez arrêter de dire n'importe quoi. C'est honteux. Si vous dites que les communistes sont les résistants de la première heure, ce que vous dites est honteux. C'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés pour sauver la France. Et je vais vous dire, j'ai sur ma liste, dans mon comité de soutien, une femme, elle s'appelle Odette Niles. C'était l'amie de Guy Moquet. Elle a été emprisonnée à Châteaubriand pendant des années. Elle est sur ma liste. À quel moment c'est une résistante, ça suffit. Je ne vous laisserai pas dire une chose pareille. Vous ne parlez pas comme ça. Vous ne parlez pas comme ça. Vous ne dites pas que les communistes étaient des collaborateurs. Vous ne le direz pas. Vous ne le direz pas parce que c'est un mensonge éhonté. C'est complètement faux. Si je le dis, vous avez manqué quelque chose comme beaucoup de. Voilà, alors pour manquement à son antenne, parce que les animateurs ont été absolument absents concernant ce gros clash, donc RMC Story reçu une mise en garde de la part du CSA. C'était le 21 mai dernier dans les grandes gueules, messieurs. Ce gros clash. On va en parler? Vas-y, rappelle. Alors déjà, faut commencer. Le communiste a parfaitement raison et le type qui est en face est une véritable calamité intellectuelle. C'est un zéro. Les communistes français n'ont pas suivi le pacte germano-soviétique qui était une surprise et une bombe qui est tombée en 39 quand Molotov rencontre von Ribbentrop pour faire cette alliance. Autour d'un cocktail pour faire une alliance de circonstances et pour annuler le risque communiste. Les communistes français sont non mais c'est vrai, c'est autour d'un cocktail. Tu plaisantes pas à peine. Ils sont choqués. La question c'est est-ce que le cocktail est exclusif Molotov. Je suis passé à côté de ça. Bien joué. Effectivement, c'est bien lui. Dans tous les cas, effectivement, les communistes français sont choqués et sont en rupture avec les communistes russes. Donc, lorsqu'il dit, et je rappelle que l'opération Barbarossa démarre le 21 juin 41, ce qui veut dire que entre 39 et 41, pendant 2 ans, les communistes français résistent vraiment. Après que pendant un an, puisqu'ils sont la France est envahie en 40, et il y a des morts. Et d'ailleurs, le type qui est en face, c'est une calamité intellectuelle parce que quand il se positionne comme juge et bourreau, il oublie de dire quand même que 40 millions de Français en France collaborent. Et que les seuls qui ne collaborent pas, à part De Gaulle qui se barre à Londres, donc il est bien planqué, c'est les communistes en France. C'est les seuls qui font quasiment les seuls. Il y a aussi les royalistes, je suis d'accord avec toi. Il y avait les royalistes, il y a aussi les francs-maçons. Et les francs-maçons, je suis d'accord. Mais les francs-maçons, ils étaient ciblés par les nazis, c'est logique aussi. Les juifs, évidemment, ça va de soi. Mais dans tous les cas de figure, les communistes français ont été quasiment les seuls résistants. Erreur, de malhonnêteté intellectuelle. Clairement malhonnêteté. Il sait très bien. Et lui, j'aimerais savoir quelle est sa filiation. Parce que quand on accuse quelqu'un, on a peut-être un passé à se reprocher. Il vient du sport, pour non, je pense que c'est filiation familiale. Comme Pascal Pro? Non. Oui, voilà, c'est ça. Encore plus lourd, j'ai envie de vous dire. Quand Yann Moix nous a servi pendant pratiquement 30 ans, enfin pendant 20 ans, vive Israël, j'adore Israël, et je l'ai rencontré à Tanger, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y a un gros article qui va sortir. Quand Yann Moix fait ça, qui fait de l'excès de zèle, on l'a détruit à Tanger, littéralement. On l'a ridiculisé parce qu'effectivement, il était ridicule. Et bien, quand il fait cette obsession israélienne, c'est pour cacher quelque chose de malsain. Et on s'est rendu compte que ce qui était malsain, c'est que c'était un antisémite notoire. Aujourd'hui, les choses sont dites. Et ce monsieur, il y a peut-être des choses à voir chez lui.
Bon, très bien. Alors on passe à autre chose. Hein. Y a-t-il une raison de s'inquiéter les Rouennais ont-ils raison de s'inquiéter pour leur santé? C'est la réponse du principal de la santé de la CGT et il s'exprimait chez le confrère de LCI. Écoutez. Ils ont raison de s'inquiéter pour leur santé, surtout à moyen et long terme, parce que on sait qu'il y avait des produits extrêmement dangereux dans l'entreprise qui sont partis en fumée. On sait, même si c'est caché par la préfecture, que des milliers de mètres carrés de toitures amiantées sont partis en fumée avec des fibres qui sont aujourd'hui dans l'atmosphère. Et on sait qu'on est dans une ville très industrielle, avec une surmortalité par taux de cancer, avec des cancers qui s'expliquent en général par des expositions professionnelles ou environnementales en termes de pollution. Donc oui, il y a des inquiétudes à long terme pour eux et on dénonce aujourd'hui le manque de transparence de la préfecture qui connaît totalement ce sujet. Pourtant, il y a 4 ministres quand même qui se sont succédés dans la ville depuis l'incendie. Vous pensez qu'on est vraiment dans un manque de transparence de la part des autorités aujourd'hui ? On a le même phénomène qu'en 2013 sur le nuage de mer captant, où on a démontré que l'État, y compris la ministre de l'écologie de l'époque, avait caché des informations au public. On est dans le même phénomène qu'il y a quelques mois à Notre-Dame, où on a caché les conséquences et les résultats de mesures sur les 450 tonnes de plomb, avec les mesures de la préfecture de police et de l'ARS qui ont été dévoilées par vos confrères de Mediapart suite à l'alerte de la CGT. Oui, l'idée n'est pas d'inquiéter plus que nécessaire la population, mais l'État cache des informations pour la santé des travailleurs de la population et c'est ça qu'on dénonce et on exige et on ira manifester mardi soir au palais de justice vers la préfecture pour exiger la transparence complète, la liste des produits, l'ensemble des données en termes de toxicologie et pour que les agents, les salariés, la population soient informés des risques sur la santé et on demande un suivi médical spécialisé pour tous ceux qui ont été exposés. Philippe, on a raison de s'inquiéter ou pas ? Bah non, attends, il y a quand même 4 ministres qui ont fait le déplacement, qui ont dit que tout allait bien. Après, ils ont pas dit que tout allait bien, ils ont dit que pour l'instant il y a des analyses en cours et qu'ils préféraient faire confiance aux scientifiques, aux experts, mais ils ont raison, qu'à des spéculations sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Un masque qui est là-bas. Alors le masque, il faut savoir que les masques pour se protéger contre les microbes ne sont complètement inefficaces, mais les masques à gaz que portaient les CRS, car qui sont habitués quand même au lacrymo, etc., c'est parce qu'ils étaient exposés pendant beaucoup de temps. Mais il semblerait que la population qui vit là-bas, elle est aussi exposée le même nombre de temps. Enfin, tu vois. Après, faut revenir sur l'histoire des usines Seveso, parce que moi j'ai entendu plein de choses et des gens qui disaient faut arrêter de construire faut arrêter de construire les usines Seveso à côté des habitations. C'est l'inverse. C'est des habitations qui sont rapprochées progressivement vers les usines Seveso. Et on a plein d'endroits où plein de maires font de la spéculation immobilière parce que en général les terrains autour sont inconstructibles, parce que pollués, parce que risques, etc. Et bon, ils font la largesse au PLU et au COS pour pouvoir construire un maximum. Mais surtout, ce qui est le plus grave, c'est qu'au début on nous dit pas d'inquiétude, message de la préfecture. Mais je les ai tous lus. Je vous rappellerai que le 26 avril 1986, pas d'inquiétude. Tchernobyl. Bah non, il s'est arrêté à la frontière. C'est ça, allemande. Il n'avait pas son passeport. Arrêté à la chaîne des Alpes. Tout à fait. À la météo, on nous l'avait annoncé en plus. Oui, bien sûr. Et là, on nous dit la même chose, sauf que là, en Belgique, ils sont en train de trembler en disant mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ces trucs hyper dangereux qui nous arrivent sur la gueule. Tu as des galettes comme s'il y avait un pétrolier qui s'était échoué à Rouen. Je vous rappelle que Rouen est quand même à 86 km de la mer. Même si la Seine passe, il n'y a pas de pétrolier qui peut passer là-dessus. C'est pas possible. Maintenant, on nous parle d'amiante. Au début, on nous dit il y a aucun souci, sauf qu'on refuse toujours de nous communiquer la liste. Sauf que maintenant, le gouvernement ainsi que la ministre de la Santé, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé qui demande aux agriculteurs, s'il vous plaît, vous arrêtez de produire du lait, vous arrêtez de cueillir par précaution, disent-ils. Oui, évidemment. Ah oui, attendez. Ils préfèrent avoir 10 000 morts que d'en avoir 100 000, bien sûr. Donc ils ont raison de prendre des précautions. Sauf que là, il faut une enquête indépendante immédiate. C'est ce qui est fait apparemment. Non mais là, d'accord. Mais quoi elle est pas super indépendante l'enquête, hein. Et elle avance pas vite du tout. C'est pas compliqué. On nous promet. Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé ce matin chez BFM. Il nous a promis des résultats au plus tard dans 2 jours. Ouais, dans 1 ou 2 jours, il a dit. Voilà, dans 1 ou 2 jours. Mais attendez, c'est le ministre de l'écologie. Non, de l'agriculture. De l'agriculture qui l'a dit. Brune Poussin, elle est où Madame Borne, vous êtes où Elisabeth, reviens s'il te plaît. Non mais elle était à Rouen. Ouais, mais je l'ai pas entendu moi. Bah oui, elle s'est exprimée dans les médias, faut suivre un peu. Hein?
Oui. C'est des problèmes d'oreille. Bon, je m'excuse alors. Oui. Non, je veux juste dire qu'on a des amis en commun avec Gamal qui sont secteurs. Moi, j'ai plein de potes écolos qui sont. C'est vrai qu'on respire mal, il paraît là-bas, hein, ça pue, hein. Mais c'est irritant. T'as les personnes âgées qui sont en train de suffoquer, t'as des minots qui sont en train de suffoquer, et personne n'est capable de te dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais tu vois qu'il y a une grande inquiétude et les forces de l'ordre, les forces sanitaires, ils sont complètement démunis là. Je voulais dire effectivement, et c'est un peu symptomatique en fait de ce gouvernement qui a du mal en fait souvent à aligner en fait une communication cohérente, parce qu'ils sont souvent du rétropédalage en fait. Au départ c'était confinement, et puis après pour peut-être éviter en fait de faire peur à la population, on s'est dit maintenant on pouvait sortir, comme on peut dire c'est pas très dangereux, maintenant on pouvait sortir, alors qu'en réalité si le risque existait au départ, il demeure, parce que pour que ces particules puissent quitter l'atmosphère, on nous promet toute la vérité, le Premier ministre l'a dit, hein. Exactement, mais il faudra du temps. Et moi, ce qui me fait le plus de la peine, c'est de savoir qu'on a dit à des enfants de retourner à l'école, ils sont retournés à l'école, et subitement l'école a appelé les parents pour leur dire de venir chercher leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut exposer nos enfants, futurs citoyens, enfin en tout cas futurs citoyens adultes français, qu'on peut les exposer en fait à de tels risques. Et c'est ce qui me dérange en fait, et on en revient toujours un petit peu en fait à cette ambivalence entre l'intérêt et l'objectif politique et en fait l'intérêt sincère que l'on porte aux gens que l'on a en face de soi. Je trouve qu'en fait là on est en train d'ajouter de la politique à une situation qui est de santé publique, et la préfecture ne joue pas suffisamment son rôle, puisqu'elle est censée. Alors elle commet des erreurs, hein, la préfecture. Elle est censée s'occuper de la sûreté, de la propreté, etc. Et lorsqu'en fait on a un discours un peu biaisé comme ça, finalement on n'est pas au service de la nation, on est au service en fait du gouvernement. Alors autoriser la préfecture, le ministère de l'Intérieur. Elle aurait autorisé effectivement à cette usine en question travailler avec des matériaux beaucoup plus dangereux. Mais il y avait une alerte aussi que la CGT avait lancée, hein, toujours déjà sous Hollande, lorsque Delphine Batho était encore ministre. Oui, voilà, pas très longtemps, vu les prises de position qu'elle avait prises à l'époque. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, il y a des lancements d'alerte qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Et à l'arrivée, malheureusement, on en voit les conséquences aujourd'hui. Bon, à cause de votre bavardage, qu'est-ce qu'il y a, gamin? Je joue le diablotin un petit peu. À la décharge du gouvernement, il faut être très clair qu'en 86, on en a parlé de Tchernobyl, quand il y a une panique, et c'est la panique, le problème, c'est qu'ils sont en situation de panique. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils connaissent pas les conséquences et ils ne peuvent pas faire paniquer. Ils les connaissent très bien, gamin. Non, ils les connaissent pas. Non, ils les connaissent. C'est juste une histoire économique. J'entends bien, mais on va pas se cacher. Non, mais il y a pas que ça. Si tu dis aux gens, vous restez confinés, vous envoyez pas les enfants, et si dans 5 ans il y a des cancers ou des problèmes, c'est l'État qui est responsable. C'est l'État qui va payer. Tchernobyl a développé des cancers. Bien sûr. 2 ans, 3 ans, 5 ans après. Oui, mais si, ils sont pas reconnus. On les connaît maintenant les conséquences. Ce qui se passe, c'est tu te mets à la place du gouvernement. Ils sont tombés sur un truc énorme. Ça rappelle un peu Toulouse avec SDF, d'accord? Oui. Et ils savent pas quoi faire parce qu'ils sont en panique. S'ils disent la vérité à la population, c'est la panique générale. Tout le monde se barre. Et ça coûte cher. S'ils disent pas la vérité, effectivement, il y aura des morts, on le sait très bien, mais ce sera pas dit directement parce qu'il n'y aura pas d'enquêtes qui vont être faites à grande échelle. Donc à partir de là, ils parient sur le fait une sorte de pourrissement comme ça, pour lequel de toute façon ils peuvent rien faire si ce n'est la panique généralisée. Donc ils disent à choisir entre la panique et quelques morts, on prendra les morts. Bon, désolé, ils peuvent organiser l'évacuation. Faut pas oublier Stop, messieurs, pardon. Dernier mot quand même. Mais moi j'ai une pub, moi j'ai des impératifs, les gars, moi c'est une émission à faire tourner. Faut manger un peu, Rudy, tu sais. Les chroniqueurs. Et puis à cause de vous, parce que vous avez été tellement bavard, on n'écoutera pas. Calmez-vous. On n'écoutera pas Anne Hidalgo, tant pis, qui a rendu un vibrant hommage au Conseil de Paris à Jacques Chirac. On n'écoutera pas Christian Jacob sur la politique de Marion Maréchal. On n'écoutera pas l'avocat de Nicolas Sarkozy, déçu. Parce que vous le savez, la Cour de cassation a validé le renvoi en correctionnel pour l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire Pygmalion. On n'écoutera pas son avocat. Par contre, on écoutera Siad Bisby qui est avec nous dans un instant. Notre invité, on aura quelques infos zappées aussi à commenter, mais il va falloir être bref parce que Siad a beaucoup de choses à nous raconter. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec Philippe Boyaki, avec Kamal Abina, avec Rudy Kazi et notre invité qui est avec nous, que nous accueillons, Siad Bisby, bonjour. Bonjour. Bonjour madame ex-gendarme, on va parler avec vous justement de votre parcours et de votre livre. Je voulais juste être gendarme, mais juste auparavant, quelques infos zappées, c'est un peu l'ADN de cette émission, vous savez, ces infos dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont quand même dans l'actualité, qui nécessitent qu'on en parle quand même un petit peu, notamment l'ancienne députée de l'extrême droite, vous la connaissez, Marion Maréchal. Vous savez qu'elle veut plus qu'on l'appelle Le Pen. Marion Maréchal a annoncé mardi qu'elle n'avait pas l'intention d'être candidate à la présidentielle de 2022. Voilà.
Elle l'a dit sur Twitter, suite aux spéculations des médias, et notamment après la convention de la droite, samedi dernier. Elle n'a pas l'intention, sachez-le, notez-le bien, d'être candidate à l'élection présidentielle. Voilà, vous rassurez, messieurs? Ça coulait de source, c'était évident. C'était évident. Elle va travailler. Vous savez que ça a agacé Marine Le Pen, cette histoire de sortie de Marion. Elle le sera. Non, mais après, je pense qu'il y a une petite concurrence entre elles parce que c'est un peu, tu vois, la mère spirituelle et la fille spirituelle, quoi. Donc, elle est en train de gravir les échelons entre guillemets de la médiatisation. Mais on voit surtout qu'elle essaye de travailler le fond de son mouvement en essayant de développer une idéologie, d'où le rapprochement avec les Zemmour, etc. Donc justement, tu sais ce qu'il a dit Zemmour, entre autres, parmi les conneries qu'il a racontées, les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres, ce qu'avait donc demandé Zemmour dans cette réunion, dans un discours qui a été retranscrit en intégralité sur LCI. Rappelons-le, et d'ailleurs il y a plusieurs personnalités du gouvernement qui sont sorties pour condamner ces propos d'Éric Zemmour. Il y a une plainte, le parquet effectivement s'est saisi de... Il y a une plainte effectivement qui a été déposée, tout en sachant aussi que il va bientôt animer une émission sur CNews. Et il y a une pétition qui circule justement pour demander son retrait. Et il y a même au Figaro d'ailleurs, les journalistes du Figaro ont demandé aussi son retrait. Zemmour. Voilà. Mais Zemmour doit parler. La question n'est pas là. Il faut un contradicteur, c'est tout. Ensuite, sur la question de Marion Maréchal, effectivement, elle est en train de surfer sur une vague ascendante puisqu'elle est en train de monter. Elle laisse Marine Le Pen se vautrer en 2022 pour pouvoir, elle, produire de la pensée pendant 7 ans et se présenter en 2027. C'est une stratégie qui est évidente, effectivement. Encore une fois, c'est Brutus. La mère a tué le père. Maintenant, la nièce va tuer la tante. Mais quoi qu'il en soit, la stratégie de l'extrême droite, c'est très clair. Ils sont sur une vague ascendante. Et ce qui est inquiétant, c'est que un Zemmour, dont on parle beaucoup, mais qui est pour moi un clown, puisse s'exprimer naturellement avec des propos d'extrême droite alors qu'il est soi-disant dans une session de droite classique. Donc là il y a un vrai problème. Autre info zappée, tiens. T'as peut-être pris en venant de Tanger la Royal Air Maroc, Gamal, je sais pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Eh bien, sachez que la compagnie aérienne nationale marocaine, Royal Air Maroc, a annoncé qu'un homme d'origine subsaharienne avait été retrouvé mort dans la trappe du train d'atterrissage de l'un de ses avions reliant Conakry à Casablanca. L'homme a trouvé la mort dans la nuit de dimanche à lundi lors du vol en question, reliant la capitale guinéenne à la capitale marocaine, explique donc la RAM dans un communiqué publié sur Twitter. Selon le texte, il a accédé à la piste de l'aéroport de Conakry en enfreignant les règles de sécurité en vigueur avant de se dissimuler dans la trappe de l'atterrissage du train d'atterrissage de l'avion. C'est à l'aéroport de Casablanca que l'atterrissage, donc que le corps a été découvert, a précisé la compagnie marocaine, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour cette information. Paix à son âme, effectivement. Plusieurs centaines de téléspectateurs ont saisi le CSA après la diffusion samedi donc de la convention de la droite et en l'occurrence du discours particulièrement violent prononcé par Zemmour lors de cette convention de la droite, dans lesquels il s'en est pris, devinez à qui, entre autres aux immigrés colonisateurs, à l'islamisation de la rue, entre autres à temps appris du CSA. Il annonce 400 donc plaintes déposées de téléspectateurs. Ça c'est bien ça. C'est des signalements, pas les plaintes. Oui, des signalements. Oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, d'ailleurs, on rappelle que Zemmour a été condamné il y a pas longtemps. Oui, plus d'une fois. Définitivement, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avant de parler avec notre invité qui est ici présente sur France Maghreb 2. Voilà. Ah oui, et puis à propos de LCI, les journalistes ont aussi fait part du mécontentement auprès de la direction de LCI pour avoir diffusé en intégralité le discours de Zemmour. LCI qui reconnaît à demi-mot une maladresse. Voilà. Voilà. C'est le groupe TF1 non plus qui diffuse pas avec promptitude le décès aussi de l'ancien président Jacques Chirac. Ça avait fait un petit peu polémique, un petit peu. C'est marrant. C'est le groupe TF1 en ce moment n'est pas très au fait là sur le plan médiatique. Il l'est. C'est un sarkozyste. Donc Sarkozy est un ami de Chirac. C'est logique. Petite info zappée, messieurs, sachez que la Turquie, le Pakistan et la Malaisie ont annoncé la création d'une chaîne de télévision dédiée à lutter contre l'islamophobie. Voilà. C'est tout ce que j'ai dans mes petites infos zappées, donc ça ira bien. Siad Bisby, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de m'avoir invité. Votre livre s'appelle « Je voulais juste être gendarme ».
Oui, c'est ça. Et vous avez été gendarme effectivement pendant 5 ans, c'est ça? Oui, pendant 5 ans, c'était un contrat de 5 ans. Comment c'est arrivé cette histoire? C'est-à-dire que vous êtes gendarme, c'était une passion, une vocation, c'était quoi? Oui, c'était une vocation. En fait, j'étais jeune, j'étais adolescente quand j'ai vu des gendarmes sur une scène de crime chercher des preuves et du coup, ça m'a tout de suite attiré. J'ai tout de suite voulu entrer dans cette institution. Et comment on rentre dans cette institution? On s'inscrit en fait. Donc on remplit un dossier, puis après on est appelé, on a une visite médicale, on passe 2-3 tests. D'accord. Et puis on rentre en école en fait. D'accord. Et c'est à l'école qu'on fait nos preuves. Et vous avez fait vos preuves visiblement, parce que vous avez intégré donc la gendarmerie. Vous étiez sur quel secteur? J'étais donc l'école était à Chaumont, dans Haute-Marne. Et après je suis restée un peu à Chaumont parce que j'avais demandé à rester à Chaumont. Puis après j'ai été mutée en région parisienne à Noisy-le-Roi dans les Yvelines. Quelle était votre fonction exactement, celle de la gendarmerie? Vous faisiez quoi? J'étais en brigade de terrain, brigade d'intervention. D'accord. Et tout se passait bien dès le début? Enfin, tout s'est passé bien au début? Au début, oui, parce que c'était un capitaine. Le commandant de la brigade, c'était un capitaine. Ouais. Et en fait, ça se passait très très bien avec lui. Donc, il m'a donné ma chance. Vraiment, il m'a fait travailler comme si j'étais un gendarme de carrière. Et en fait, tous les officiers de brigade, tous les 4 ans, ils laissent leur place à quelqu'un d'autre. Ouais. Et il finissait ses 4 ans. Et donc, du coup, il a été remplacé par un autre officier qui, lui, sortait d'école. Et pareil, avec lui, au départ, ça se passait très très bien jusqu'à cette fameuse patrouille. Alors qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment ça a basculé, Siad? On était en patrouille de nuit et il s'est stationné près de résidences un peu privées parce que c'est un lieu assez, enfin, en tout cas là où on travaille, c'est un lieu assez bourgeois. Ouais. On s'est stationné près des résidences privées. De là, il m'a commencé à me parler de manière très, j'étais mal à l'aise. En gros, il me disait, voilà, exactement. Il me disait, comment ça se fait que j'étais célibataire, c'était pas possible, des choses comme. Et puis en fait, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Donc du coup, j'ai essayé de couper court tout de suite avant qu'il passe à autre chose, en disant, bah écoutez, moi, je pense qu'au travail, de toute façon, moi, je pense qu'à ça, je suis très. Et du coup, il m'a dit, ça vous intéresse pas une histoire d'un soir avec un officier? Ah oui, bon c'est clair. Oui, d'accord. Il l'a demandé très poliment, mais bon, le truc était, en tout cas, le but était là. Hein. Ouais. Et j'ai dit que ça m'intéressait pas du tout, que je mangeais pas de ce pain-là, que je préférais qu'on parle plus de ce genre de choses, que ça m'intéresse pas, quoi. Du coup, il m'a dit non, mais je vous drague pas. Je dis non, mais j'ai pas dit que vous me draguez, c'est juste que je veux pas qu'on parle de ça, on est au travail, voilà, ça m'intéresse pas. D'accord. Et depuis ce jour-là, en fait, ça a changé au travail. Qu'est-ce qui a changé, Siad? Son comportement. Il n'y avait plus de bonjour, c'était les tâches de merde. Clairement, ce qu'il me disait, hein, les tâches de merde, c'est pour ta gueule. En fait, en parlant comme ça devant mes autres collègues, on est quand même 27 dans la brigade, ben, ça poussait, certains ne disaient rien, faisaient comme s'ils n'avaient rien entendu. Et d'autres, ben, pour être un petit peu dans les petits papiers du chef, faisaient pareil. Donc, ils s'y mettaient aussi des blagues de con. Genre, par exemple, maintenant, téléphone d'astreinte, il disparaît. Ah, bah, demandez à la gendarme Besbis, ses origines lui sont peut-être remontées à la surface. Enfin, des petites choses comme ça. Et c'est au quotidien. Quelle était votre réaction au début? Au départ, je me taisais parce que je me suis dit peut-être qu'un jour, 2 jours, ça va passer. Au pire, moi, je passe le concours et de toute façon, je pars de cette brigade. D'accord. Mais ça a duré, quoi. Et du coup, je pouvais pas. Puis, j'ai beaucoup de caractère, je me laissais pas faire. Et puis, je leur disais d'arrêter, quoi. Clairement, je leur demandais d'arrêter et que ça allait mal se passer. Du coup, là, ça me revenait à la figure en disant, je suis plus gradé que toi, tu me parles pas comme ça, tu baisses d'un ton. Gradé, pas gradé, ça n'autorise pas à une personne de. Ça a été le début de l'enfer. Voilà. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite par la suite? Comment vous avez géré cette situation qui a quand même duré pas mal de temps? Au départ, je me suis dit que ça allait passer, donc j'ai laissé. Ensuite, j'ai commencé à en parler à ma hiérarchie, donc le chef de mon supérieur, tout simplement. Donc qui est à la compagnie. Je suis allé voir le colonel du colonel en expliquant tout ça. Ils m'ont dit écoutez, peut-être que ça va passer, tout ça. Je vais lui parler. Donc moi, je faisais confiance, mais il y avait toujours pas de suite. Donc du coup. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à l'inspection générale de la gendarmerie, soi-disant qui aide les personnes dans la gendarmerie. Voilà, si, comme ils disent, le linge sale se lave en famille. Donc j'en ai parlé parce que c'est eux qui normalement doivent sanctionner les personnes militaires qui commettent des délits dans l'institution. Je leur en ai parlé, j'ai été auditionnée, mais je me suis sentie comme mise en cause. Vous êtes retrouvé de la victime en fait à coupable. Voilà, en gros, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous étiez moins féminine, ça ne serait peut-être pas arrivé. Enfin, des choses comme ça quand même. Vous viviez dans la caserne? Je vivais dans la caserne, ouais. Et est-ce qu'il y avait des intimidations en dehors de vos horaires de travail? En dehors de mes horaires de travail, voilà. Pourquoi? Regardez comment elle s'habille quand elle sort, des clous sur ma place de parking, des rayures sur ma voiture, voler mon courrier, enfin des choses comme ça, juste pour ça s'appelle le harcèlement. C'est du comportement répétitif qui font qu'après une personne ne se sent plus bien sur son lieu de travail
Et des intrusions au domicile aussi. Ouais, des intrusions dans mon domicile. Ouais, des intrusions dans mon domicile. Il se permettrait de rentrer dans mon logement de fonction. Par effraction ou des intrusions comme ça? Non, parce qu'en fait, c'est un logement de fonction. Ouais. Donc le double de toutes les clés se trouve à la brigade. Okay. Mais ils n'ont pas le droit de la prendre. C'est par exemple, si je perds mes clés. C'est une violation de domicile. Voilà, c'est une violation de domicile. Comment vous avez fait pour résister à cela? Je veux dire, pour garder quand même un certain calme, pas tomber en dépression aussi, parce qu'il y en a qui auraient pu tomber en dépression face à ce harcèlement. On peut parler de harcèlement. Ah oui, mais c'est un harcèlement clairement. Ben j'avais un exutoire. Bon, il y avait le sport qui m'aidait beaucoup, il y avait l'humour et voilà. Vous avez trouvé quand même parmi vos collègues des gens qui vous soutenaient, même s'ils ne le faisaient pas ouvertement, ils vous soutenaient quand même? Ben ils me le disaient, ils venaient me voir, ils me disaient oui, c'est vrai que ça se fait pas, c'est pas bien. Je dis oui, mais bon, ça sert à rien. Enfin, ok, elle me dit ça. C'était une collègue, elle me dit ça. Combien de femmes dans la garnison? Il y en a quand même beaucoup, 7 à peu près, ouais. Vous avez le même traitement, 7 sur 27? Je sais qu'il en draguait quelques-unes. Après, moi, j'allais pas voir si ça a marché ou pas. Hein. C'est pas mon problème. Mais en tout cas, voilà. Mais les autres femmes, est-ce qu'elles avaient des origines maghrébines ou autres? Non. Non. Vous étiez la seule? J'étais la seule, ouais. Donc du coup, j'étais obligée de prendre sur moi. Et puis moi, je suis très... c'est-à-dire, plus on essaie de m'en mettre dans la gueule, et plus je suis têtue, quoi. Non, je veux pas lâcher. Comment ça s'est fini, Siad? J'ai porté plainte parce que l'inspection générale de la gendarmerie a dit que c'était pas avéré. Et donc du coup, moi j'ai dit écoutez, je vais pas m'arrêter à vous. C'est pas parce que vous dites que ce n'est pas avéré que ça ne l'est pas. Donc moi, je vais porter plainte. Je voulais arranger ça en interne. En tout cas, je passais par la hiérarchie. Donc du coup, j'ai porté plainte, tout simplement. Non, pas avéré. Les faits sont constitués, mais ils font pas d'enquête. Ils font pas d'enquête. Moi, en tout cas, c'était une enquête à sens unique, dans le sens où moi, je leur dis que je me fais harceler. Ils vont faire une enquête sur ma vie à moi. Comment vous êtes payé votre voiture? C'est la victime qui est je lui ai des questions qui n'avaient rien à voir avec le harcèlement. Hein. Comment vous êtes payé votre voiture? C'est quand même un cabriolet. Comment vous êtes déjà allé en boîte de nuit? Est-ce que vous avez déjà fait du gogo dance? Je fais non. Bah non, j'ai jamais fait de gogo dance. On m'a demandé si j'étais gogo danceuse. J'ai jamais été gogo danceuse de ma vie. C'est pas parce que je vais en soirée avec des copines. Pour trouver des éléments à charge. Oui, exactement. En gros, pour me dire. Ce supérieur est toujours en fonction à l'heure d'aujourd'hui? On m'a dit qu'il avait été sanctionné. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. D'accord. Il a eu mais en fonction, il est toujours en fonction. En tout cas, vous, personnellement, Siad Besbi, votre contrat n'a pas été renouvelé? Non, en fait, c'est un contrat non renouvelable. C'est un contrat de 5 ans. J'ai fini les 5 ans. D'accord. Et j'ai passé un concours pour aide de carrière. Ouais. Donc vous avez réussi? Pas l'épreuve orale, en tout cas. D'accord. Voilà, l'épreuve orale, on passe devant des officiers. Et à chaque fois, je réussis pas l'épreuve orale. Donc vous l'expliquez comment ça? Je sais pas. En tout cas, de ce qu'on me dit souvent, c'est quand tu fais un peu trop de bruit dans la gendarmerie. Ouais. On te sac à l'épreuve orale. D'accord. Et quand il n'y a pas l'épreuve orale, il n'y a pas de possibilité. Exactement. C'est exactement. C'est une note éliminatoire. Pourtant, vous considérez avoir réussi l'épreuve? C'est sur 3 épreuves en fait. Il y a l'épreuve écrite qui est très difficile, l'épreuve sportive, puis l'épreuve orale. L'épreuve orale, l'épreuve orale, c'est, je sais pas, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Quelle a été la réaction à la sortie de votre livre, Siad Besbi? Déjà, quand mon livre est sorti, il est sorti il y a un petit moment déjà. Oui, c'est ça fait en 2016. Il a essayé de stopper la sortie du livre. On est passé en audience parce qu'il a porté plainte contre moi pour diffamation. Vous le citez nommément? Non, je cite pas son nom, mais je cite mon supérieur tout simplement dans le livre. Mais on est passé en procès parce que il m'a attaqué pour diffamation. C'est le monde à l'envers. Maintenant, c'est la victime qui doit être mise en cause. Ouais. Et donc j'ai expliqué qu'une personne qui n'avait rien à se reprocher n'avait pas à faire stopper la sortie d'un livre, surtout si c'est pas ce qu'elle a dit. Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi elle va avoir peur d'un livre, peur de ce que je vais dire, de ce que je vais dénoncer. Donc voilà, il n'a pas réussi. Donc. Votre livre, effectivement, on peut se le procurer. Oui. Aujourd'hui, clairement, avec un peu de recul, des regrets ou pas? Non. Non. Aucun. Parce que même si c'était ma vocation c'était de dire la vérité, de toujours être correct et pas d'accepter ce genre de comportement. Parce que déjà, en tant que gendarme, si on veut être respecté par les citoyens, la moindre des choses, c'est de respecter ses propres collègues. Parce que si on se permet d'arrêter une personne dans le civil pour harcèlement, par exemple, on va le mettre en garde à vue, on va le faire passer devant le procureur parce qu'il a commis un délit. Pourquoi mon collègue qui est gendarme, s'il commet ce délit-là, on va étouffer, on va lui dire c'est pas grave, c'est un gendarme, c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu dénonces ton collègue? Je dénonce mon collègue, je dénonce pas la gendarmerie, je dénonce la personne qui porte l'uniforme et qui ne respecte pas l'uniforme, tout simplement. Mes amis, question à Siad Besbi qui est avec vous, ancienne gendarme, donc qui a sorti ce livre. Je voulais juste être gendarme. Elle voulait juste l'être, gendarme.
On lui en a empêché, voilà. Alors, avec ce harcèlement qu'a subi Philippe. Alors, il faut savoir que le harcèlement, c'est quelque chose qui est le plus difficile à prouver, parce que ça se fait toujours en comité. C'est parole contre parole, quoi. C'est parole contre parole, en comité restreint. Que là, en plus, en l'occurrence, c'est un supérieur hiérarchique, c'est un lieutenant. Il faut savoir que c'est un officier, et que le corps des officiers, c'est quelque chose d'hermétique. C'est une casse, ouais. D'accord. Et si tu t'opposes à un officier, ton déroulement de carrière, il s'arrête là. C'est l'enfer. Alors, lorsqu'on est collègue de SIAD, qu'on constate ce qui s'est passé, puisqu'elle a eu des témoignages de gens qui, en aparté, lui disaient, ouais, je comprends et tout, mais c'est de prendre sur toi, et qui se taisaient. L'armée, l'institution militaire, on l'appelle, son surnom, la grande muette. Parce que ce qui se passe dans la famille doit rester dans la famille, il ne doit absolument pas ressortir. Mais le problème, SIAD, il faut rappeler, hormis son parcours qui est juste extraordinaire avant d'arriver à la gendarmerie, elle a été l'égérie de la gendarmerie. Manuel Valls l'a présenté en tant que la féminisation de la gendarmerie, l'intégration nationale. C'est peut-être ça qui vous a porté malheur, en fait. C'est Valls, en fait. Ouais, vous êtes une icône, alors. Non, mais il faut savoir qu'ils l'ont mis en avant. Il y a eu des portraits qui ont des grandes campagnes nationales d'affichage de son portrait en tenue qui ont été mis, et SIAD était mise à l'honneur pour montrer, pour dire, nous, la France, on ne regarde pas l'origine ou la religion d'eux. La preuve, SIAD est là, elle a sa religion, elle a son origine, mais c'est une Française à part entière, c'est une femme, et c'était au moment où la gendarmerie et l'armée, l'institution militaire, devaient se féminiser. D'accord. Il y avait eu d'ailleurs plusieurs scandales, et SIAD s'est retrouvé dans une association où tu as beaucoup de femmes militaires qui le sont plus d'ailleurs, leurs carrières se sont arrêtées, qui ont parlé de ces problèmes pas les problèmes de tentatives de séduction, etc., comme il peut y en avoir dans beaucoup dans des entreprises, des contacts humains, il y a plein de couples qui sont formés grâce au contact d'entreprise, sauf que là il y a un refus catégorique d'un personnel féminin, c'est comme ça qu'on parle dans ce militaire, d'un personnel féminin, et que cet homme qui était marié, qui a mal vécu cette frustration de se voir dire non, a exercé de son pouvoir pour nuire à la carrière physique et psychologique. Il se permettait aussi de rentrer, puisqu'il avait le double des clés, alors qu'elle était dans son lit, voilà. Et ça, le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale notifie qu'il y a eu des comportements indécents, mais relativise en disant que le problème de SIAD, je résume, en gros, et je force le caractère, en gros, le problème de SIAD, c'est qu'elle est trop féminine. Alors comment on peut demander à une femme d'être trop féminine? Il y a un truc que je comprends pas. Mais je conclurai, je passerai la parole à mes collègues pour dire que le dommage collatéral que subit SIAD d'avoir eu le courage de parler, alors qu'on est en amont de MeToo, MeToo arrive beaucoup bien plus après, tard. C'est que aujourd'hui, vous le savez, lorsque vous faites une demande de recrutement, la majorité des recruteurs, ils font Google, qui vous êtes. Et là, quand tu sais que 80% des recruteurs sont encore des hommes, tu te dis oulala. Et pareil pour sa carte professionnelle pour pouvoir travailler dans la sécurité, elle lui est refusée du fait que, vous savez, lorsque vous faites un dépôt de plainte, vous êtes stické. Vous êtes fiché au stick, qui s'appelle autrement, mais et donc elle se retrouve entravée. Moi, je lance un appel. Je lance un appel à toutes celles, tous ceux qui ont le pouvoir et de pouvoir embaucher des gens qui veulent bien faire confiance à SIAD, de lui laisser sa chance, parce que aujourd'hui, elle ne trouve plus de travail parce qu'elle a osé dire non. Elle a osé dire stop. Et c'est pas comme ça qu'on encourage à briser l'omerta des femmes. Ça suffit maintenant. On est en plein dans le Grenelle des violences faites aux femmes. Marlène Schiappa, si vous m'entendez, Madame la Ministre, si vous m'entendez, saisissez-vous de cette affaire. Parce que hormis son côté de vouloir, et attention, c'est cru ce que je vais dire, mais certains d'avoir un fantasme, et y compris dans notre corporation, l'armée, de se faire une beurette, et ben là, on a un officier qui est protégé par le corps des officiers, et le corps des officiers fait bloc de toute façon, quoi qu'il arrive. On a une femme qui est dans une situation compliquée, qui ne peut pas
travailler et qui est empêché. Donc, s'il vous plaît, je demande aux auditeurs et aux auditrices de France Maghreb 2 de montrer que nous ne jugeons pas sur ce que la personne a pu faire avant et elle a fait quelque chose de légitime, mais qu'on l'aide à se retrouver. Elle demande à travailler et on l'empêche de pouvoir travailler à cause de cette histoire. Et donc, ce n'est pas un signe qu'on envoie à nos filles, à nos sœurs. C'est pas un signe fort parce que les femmes qui sont à côté. Moi, je suis une femme. J'entends l'histoire de Siad, mais je parle pas. Je dis rien. Et c'est pas normal. Et la situation après avoir dit non, parce qu'on ne peut pas dire non, et ben c'est de subir des attouchements, c'est de subir un viol. Donc il faut briser cette omerta. Ce qui n'est pas le cas pour Siad, rappelons-le. Non, c'est pas le cas pour Siad. Et elle le dit, et elle aurait pu amplifier la situation en se faisant passer pour une victime comme certaines personnes pourraient le faire, et on a connu dans des histoires récentes. Mais là, on a quelqu'un qui dit la vérité, qui dit moi je n'ai pas cédé aux avances. Il n'y a pas eu d'attouchement ou autre. Il n'y a pas eu Siad Besbi, il n'y a pas eu d'attouchement. Non, il n'y a pas eu d'attouchement. Non, il n'y a pas eu d'attouchement du tout. Il n'y a pas eu d'attouchement de la part de mon supérieur du tout. Mais d'accord. Il y a eu une intrusion dans mon intimité, dans mon logement. Si je me sens plus chez moi, me faire comprendre. Pendant que tu y étais, en fait. Pendant que j'y suis. Oui, pendant que j'y étais. Et surtout que il y a pas très longtemps, j'ai eu donc rendez-vous avec la juge d'instruction. Oui. Qui a donc le dossier entre ses mains et qui m'a dit qu'elle allait voir si elle allait donner une suite ou pas pour justement un procès pour passer en correctionnel, parce que ça fait quand même 5 ans que j'attends. Et je lui ai bien fait comprendre que j'avais 2-3 enregistrements aussi audio et vidéo, parce que j'ai quand même essayé d'enregistrer mes collègues, parce qu'à chaque fois on me dit vous les avez Oui, je les ai. Oui. J'ai même un audio où mon collègue il dit écoute, tu sais il m'embête pendant au moins 20 minutes, il m'embête, il me dit oui, de toute façon t'es pas chez toi ici, il me le dit bien, t'es pas chez toi ici. J'ai dit mais écoutez, vous permettez de rentrer dans mon logement de fonction? Et ils me disent dans l'audio, mais attends, t'es pas chez toi, c'est pas chez toi ici. Si on veut rentrer utiliser les toilettes, je dis mais vous avez des toilettes dans vos logements? Mais c'est quand même dingue. En fait, on veut me faire passer pour une folle. Parce qu'en plus, d'autres s'y mettaient, quoi. Ouais, d'autres s'y mettaient. Et eux, ils ont leur logement de fonction. Il y a des toilettes dans la brigade, mais par contre, non, il faut qu'ils viennent dans mon logement. C'est vraiment juste pour m'embêter, pour me faire comprendre que je suis plus la bienvenue. Il faut que je parte, il faut que je démissionne. Ou pire, il y en a qui malheureusement qui se suicident. Hein, faut le dire. Beaucoup, oui, absolument. Notamment dans la police. Ouais, et puis je dis bien que donc on en parle pas, oui. Et mon collègue justement, celui-ci, à la fin, il dit oui, c'est vrai, t'as été harcelé, mais le harcèlement c'est difficile à prouver, et comme je te l'ai dit à l'époque, le harcèlement c'est difficile à prouver, t'aurais mieux fait te taire. Voilà ce qu'il m'a dit, et c'est dans l'enregistrement. Donc ça, je l'ai dit à la juge, elle m'a dit faudrait peut-être retranscrire par huissier, etc. Voilà, je dis qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, cette personne-là, moi j'aimerais bien que vous l'entendiez pour voir ce gendarme-là, lui qui a été auditionné en disant non, elle n'a jamais été harcelée. Donc en fait, ils sont tous auditionnés, ils ont dit non, mais elle fabule. Oui, mais bien sûr. Mais le supérieur reconnaît en plus avoir fait des propositions. Mais une chose, dernière question. Je voudrais dire dernière chose vraiment très importante. Il nous reste 1 minute, les enfants. Vraiment. Le personnel en question a ce qu'on appelle une protection fonctionnelle. Ouais. C'est-à-dire que le ministère de la Défense lui met à disposition avocat, conseil juridique pour le défendre. Siad doit tout payer de sa poche, alors qu'aujourd'hui elle n'a plus de revenus. Voilà. Gamal? Non, la question qui se pose, c'est effectivement le rapport des hommes et des femmes dans les entreprises, quelles qu'elles soient militaires ou privées. Ouais. Et l'autre question qui se pose, c'est la question de saisir la justice. Alors il y a une possibilité que vous ne connaissez sans doute pas. Si la juge d'instruction refuse d'instruire, vous pouvez faire une saisine directe. C'est-à-dire que vous pouvez faire une citation directe, absolument, du parquet. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et vous devez tout est à votre charge. De toute manière, je le ferai. Parce que là, vous êtes partie civile. Oui, partie civile. Voilà, mais après. Ils m'ont pas laissé le choix en même temps. Oui, non, mais si. Partie civile, c'est comme tout le monde. C'est l'État qui prend à sa charge. Par contre, une citation directe, vous devez passer par une avocate, par des huissiers, et là, vous pouvez obtenir gain de cause. Après l'histoire de l'enregistrement, il faut une retranscription effectivement par l'huissier. Ouais. Et ça, c'est très très lourd. Ça, c'est une preuve à charge. Ah oui, bien sûr, mais c'est on peut vous suivre comment sur les réseaux, votre actualité. J'ai ma page Facebook, où j'explique vraiment tout ce qui se passe. J'ai déjà beaucoup de monde qui me suit depuis 5 ans sur Facebook. Et on va la partager sur Christophe Le Grand Forum. Merci. Voilà. Et j'aimerais aussi lancer un appel à Marlène Schiappa, qui, je le rappelle, on s'est déjà croisés sur le plateau de Yann Barthès pour l'émission spéciale harcèlement, où elle me disait qu'elle ne connaissait pas mon histoire et qu'elle m'aiderait. Et puis ça fait depuis novembre 2017, j'attends toujours. Voilà. Bon, Marlène, s'il te plaît, fais quelque chose. Et le livre de Siad s'appelle Je voulais juste être gendarme. Chez Fayard.
Chez Fayard, et vous pouvez l'acheter. Bah oui, chez Fayard, mon vieux Gamal. C'est une grosse maison, là. Bah oui, évidemment. Bon, Rudy, désolé, hein. Ouais, non, mais très rapidement, moi, ce qui m'interpelle là-dedans aussi, c'est de voir donc effectivement la réalité des violences faites aux femmes, mais en plus la réalité aussi des violences faites aux femmes d'origine. Il y a toujours en fait, malheureusement en France, cette vision un petit peu héritée du passé, comme colonisateur. Voilà, un peu hérité effectivement de la colonisation, quelque chose d'un peu fantasmé concernant la femme d'origine maghrébine ou africaine, le côté un peu tigresse, le côté un peu voilà. Et ce qui est déplorable, c'est de voir qu'on peut retrouver ça dans nos institutions qui sont censées respecter la loi. Protéger. Bah oui, protéger, absolument. Dans un instant, on va voir qui va être protégé dans le quiz qui arrive. Rudy, Gamal, Philippe, on va vous départager. Et attention, la gendarmette, l'ancienne gendarmette, va vous mener ça, enfin arbitrer, comme il se doit évidemment. On sort le képi, on sort le sifflet et on y va. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le moment de détente dans cette émission, ça s'appelle le quiz sur France Maghreb 2. Siad Besbi, merci d'abord d'être venu dans le studio. Je te propose de reprendre un petit peu du service, mais cette fois-ci tu seras pas harcelé, hein. Tu seras bien traité, hein, ma chère Siad. Tu vas me surveiller tout cela, hein, parce que j'ai quand même 3 lascars face à moi qui vont essayer de se départager tels des pitbulls dans le quiz avec des questions. Rudy qui ne connaît pas encore le quiz, donc je vais lui expliquer les règles. Je pose des questions en rapport avec la date d'aujourd'hui. Toutes les questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui. En l'occurrence, nous sommes le 1er octobre. La règle est toute simple. Attention, parce qu'il y a une petite nouveauté dans la règle depuis hier. Je tiens à le dire. Il faut bien attendre la fin de ma question avant de répondre. Sinon, j'enlève un point. Non. Ah oui, j'enlève un point. Voilà, j'enlève un point. Voilà, c'est ça. Donc, Siad, merci de bien veiller, s'il te plaît, à ce que tout se passe bien dans cette émission. Ce quiz oppose au centre Rudy Kazi, qui est toujours vice-président des forces républicaines. À ma gauche, Philippe Boyaki. Yes. À ma droite, Gamal Abina, fraîchement revenu de vacances. On va voir si ça lui a porté chance. On y va, messieurs? On est prêt. Je vous souhaite bonne chance. Hier, Nassim Lachlache a gagné le quiz face à Nasser Lajili sur le score de 4-1. Il faut juste rappeler qu'hier, ils ont tous refusé que je participe au quiz. Hein. Non. Si. C'était pas ton genre. C'était un CFA. C'était trop marrant. Philippe, calme-toi. Première question, on y va, messieurs. Je vous souhaite bonne chance. Dans quel pays européen les femmes ont obtenu le droit de vote en 1931? L'Italie. Non. L'Espagne. Ah, bien joué. Bonne réponse. Boyaki. L'Espagne en 1931, donc bien avant la France, vous l'avez remarqué. Deuxième question, je vois un gamin concentré. J'essaye. Très bien. Quel footballeur termine sa carrière à New York en marquant son 1281e but en 1977? Pelé. Attends, t'as pas fini la question. Je suis désolé, il a pas fini la question. Moins un. J'ai pas fini la question. C'est ma première participation. Rien à faire. C'est indulgent. Sans pitié, sans aucune pitié. T'es fou, quoi. Mais non, il avait pas fini quand t'as dit Pelé aussi. Non, il avait pas fini. Sois indulgent, Christophe, c'est ma première participation. Non, stop. Je remets de l'ordre. Comme c'est sa première participation, je lui accorde le point. Merci. Quoi? Je fais ce que je veux. Philippe, je suis le patron. Sans pitié, j'ai aucune. Mais attention, Rudy. Le prochain, je sais bien. Bien sûr. Voilà. Donc un point pour Rudy, un point pour Boyaki. Troisième question, messieurs. On se calme. J'ai remarqué qu'avec des matchs de filles, c'est beaucoup plus calme. Hein. On est en 1985. Et raid israélien sur le quartier général de l'OLP dans quelle capitale maghrébine? Tunis. Non, attends, t'as pas fini. Attends. Non. Il a dit quelle capitale? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il a fini? Je te jure, depuis tout à l'heure, je suis là en Tunis, je te jure. Non. T'as dit maghrébine après, mais regardez, non, moi, je te jure, j'arrête. C'est impossible, moins un, je veux pas le savoir. Sinon, j'arrête. Non. Faut peut-être rajouter un point, comme ça, ce sera le point de départ pour la réponse. Mais non, mais c'est pas possible. On sait ce qu'on va faire. Je vais dire top. Maghrébine, il a répondu avant. Ouais. Bon, on lui accorde le point, Philippe. Non. Arrête. Mais non, on vole tous mes points. Et comme ça, il y a un partout. Allez, un partout. C'est Gamal, hein, bon, d'accord, ok, qui a répondu, on est d'accord. Un point pour tout le monde. Attention, maintenant je reste intransigeant. Siad, j'ai besoin de toi pour calmer ces célèbres. Bon, ils vont se calmer tout de suite. Voilà. Allez, quatrième question. C'est un vrai bordel dans cette émission. Quel pays célèbre les premiers mariages homosexuels au monde en 1989? La Belgique. Non. Hollande. Non. 89? Oui, en 89. C'est le premier pays au monde. L'Angleterre? Non. L'Espagne? Non.
La Pologne. Non. Thaïlande. Non. L'Italie. Non. Dans quel pays célèbre-t-on les premiers mariages au monde homosexuels en 1989? Non. Homosexuel. Quoi? Oui. La Chine, je sais pas. Quoi? Bon, vous brûlez? C'était le Danemark. Ouais, mais je dis, la Hollande à côté, ça se touche. Normalement, j'ai un demi-point, non? Ça, cette question, attention, et laissez-moi bien finir parce que j'enlève le point, je m'en fous. Okay. Attention, 5e question pour vous départager, messieurs. On est en 1992 en France. Interdiction de fumer dans les lieux publics. Comment s'appelle cette loi? Evin. En même temps de quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc du coup, Evin, la loi Evin. Juillet 92. Siad, qui a dit la réponse en premier? Je t'aime beaucoup, Philippe, mais vous l'avez dit en même temps. Mais vous êtes complètement dingue. T'as crié un peu plus fort, mais sur ma vie, l'intonation était différente. Je jure que t'écouteras l'enregistrement, tu vas halluciner. Bon, alors, je fais quoi là? J'accorde un point aux deux alors? Non, une autre question. Une autre question pour vous départager. Très bien. Alors, très bien. On est toujours à un partout pour tout le monde. Dernière question. Quelle actrice française reçoit un Oscar en 1998 pour l'ensemble de sa carrière? Gérardo. Deneuve. Quoi? Non. Gérardo. Non. Annie Gérardo. Non. Pas Catherine Deneuve. Non. Elle reçoit un Oscar pour l'ensemble de ses œuvres au cours de sa carrière. C'était à Los Angeles. Marion Cotillard. Non. Non, c'est un peu plus âgé quand même. C'est une vieille. Oui, c'est une vieille. Enfin, une vieille, oui. Les yeux bleus, quand elle s'appelle, c'est pas. Allez, vite, les gars. Pas Lynn Renaud, c'est. Non. Ah, merde. C'est. T'as de beaux yeux, tu sais, c'est pas elle, quand elle s'appelle. J'en sais rien. Vite. Sinon, je veux pas vous départager. Je crois que c'est fini, c'est mort. L'ensemble de sa carrière. Elle parlait un peu comme ça. Actrice française, grande actrice française. Gérardo. Non. Gérardo. Sérieux. Jeanne. Voilà. Qui l'a dit? Moi. Eh ben voilà. Allez, hop, il a gagné. Hop là. Vous allez nous accéder en disant Jeanne. Il est marrant, lui. Boriaki a gagné. Voilà. Abdeslam, j'arrive. Excuse-moi, c'était niveau CFA quand même, les gars. Mais bon. Bon, Boriaki 2-1 pour Rudy, mais c'était sa première participation. 1 pour Gamal qui est encore en vacances. Tant pis pour vous, les gars. Merci beaucoup, messieurs. Demain, autre ambiance. Il y aura dans ces studios Dunia Tebaoui, il y aura Mehdi Chebaiki et il y aura Abdeslamitash, le patron du quiz jusqu'alors. Merci beaucoup, Rudy. Quasi. Inch'Allah qui perd Abdeslam. Merci, Rudy. Et tu reviens, évidemment. Ça y est, je t'intègre dans l'équipe, moi. C'est bon. C'est officiel. Valide, les gars, on le valide. Moi, bien sûr que c'est validé. Comment? Bon, merci beaucoup. Monsieur Chiffre, t'es fou. Salut Gamal, salut Philippe. Et merci beaucoup à Siad pour d'être venu ici depuis la province, faut-il le rappeler quand même. 18h02, c'est pas encore ce soir que je vous rends l'antenne à l'heure. Hein. Dans un instant, Medjahed sur France Maghreb 2. Mais c'est à cause d'eux, ils sont indisciplinés. Le rappel de l'actualité tout de suite, bonsoir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble.